Salut, vous écoutez Guerrière par Maud Michaud, le podcast dans lequel on jase de toutes ces choses que tu vis en tant que femme qui n'ont pas d'allure et que tu devrais juste jamais vivre. Et aujourd'hui, on va se parler des attentes tellement différentes qu'on a quand il est question d'un père ou d'une mère. Et on va réfléchir à la triste réalité selon laquelle, malheureusement, malgré le fait qu'il y a de plus en plus de pères impliqués, en 2025, c'est encore les femmes qui font la majorité des tâches domestiques et liées aux enfants. L'idée de parler de ce sujet-là m'est venue quand récemment quelqu'un m'a envoyé la vidéo d'un super papa qu'on ovationnait sur les réseaux sociaux. C'est une vidéo qui était super rapidement devenue virale. Donc, dans la vidéo en question, ce qu'on voyait, c'est une mère qui a l'air... Je sais pas si elle était malade ou en dépression au bout de sa vie, mais bon, elle est chez elle, dans une cuisine, un salon qui sont en total bordel. Elle a 2 enfants, un nourrisson puis un enfant de, mettons, 18 mois environ. Et le papa revient de travailler, il trouve sa femme dans tous ses états dans le milieu du salon. Et là, il installe sa femme dans la chambre à coucher avec le nourrisson et le plus vieux des 2 enfants. Et il commence à faire le ménage. Puis il fait le ménage en accéléré, là, on le voit là, tout ramassé. Et là, à la fin de la vidéo, la maman revient dans le salon, constate que le ménage a été fait. Et là, elle est comme full pin, pleine de gratitude envers son conjoint pour avoir fait ça. Cette vidéo-là a vraiment comme récolté des centaines de milliers de likes et de commentaires de « Ah, ça c'est un super papa, on en voudrait plus des papas comme ça ». Et je vais pas dire que je ne salue pas l'initiative de cet homme qui, au retour du travail, s'est rendu compte que sa blonde filait pas trop, que la maison était en bordel et qu'il pourrait faire son bout. Compte tenu de là où on part, c'est quand même cool qu'il y ait pensé. Mais de là à commencer à y tirer des fleurs et à parler d'un homme incroyable, je pense qu'on va se calmer. Moi, ce qui m'a marqué dans cette vidéo-là, malheureusement, parce que oui, je suis de nature un peu pessimiste et je vois toujours plus le noir que le blanc, que voulez-vous, je suis comme ça, mais c'est le fait que, ben, tu sais, la fille, elle a vraiment l'air à terre, là. Puis tu sais, il la couche dans son lit, mais il amène les enfants. Comment voulez-vous qu'une personne, homme ou femme, arrive à se reposer, mettons qu'elle est malade ou qu'elle est vidée, ou si il faut qu'elle aille dans la même chambre qu'elle, un toddler qui est assis sur le lit puis qui joue avec un jouet, mais qui jouera pas avec longtemps, là, clairement qu'il va avoir besoin d'autres choses très rapidement, et un petit nouveau-né dans un parc, mettons, là. C'est quoi les chances que cette personne-là puisse se reposer? Et est-ce qu'on aurait pu voir la situation inverse? Où, mettons, on est une journée de fin de semaine et Papa file pas, papa est malade, maman doit faire le ménage, alors même si papa est couché, là, tu sais, je veux dire, le store fermé puis tout, il est malade, ben maman, il amène le bébé puis le toddler pour faire son lavage puis passer en mop. Non! Jamais on verrait une chose pareille. Mais ça a l'air tellement naturel qu'une mère s'occupe de ses enfants tout le temps, même quand elle est dans le pire de ses états, que quand ça arrive dans une vidéo comme celle-là, on le voit même pas. On voit juste comment le père est incroyable. Et c'est pas anodin qu'on considère le père si incroyable que ça. Ça veut dire qu'encore à ce jour, on prend pour acquis que la plupart des pères ne sont pas comme ça. Et ce que cette vidéo-là montre hors de tout doute, c'est à quel point les doubles standards en matière de parentalité existent toujours. Tu sais, mettons, on voit un homme au parc avec son enfant qui est en train de glisser, puis on est comme « Oh my God! Ce père est tellement impliqué, il passe un moment avec son enfant, quel père incroyable! » On fait des yeux doux, là. Je veux dire, même moi, en tant que fille, que femme très avertie, très féministe, j'ai ce réflexe-là quand même. Mais à l'inverse, si on voit une mère qui pourtant chaque jour va passer 1h30 au parc avec son petit à le regarder glisser genre en boucle à l'infini et que cette mère-là regarde son cellulaire pendant 1 minute, on va être comme « Oh! Quelle mauvaise mère, elle surveille pas son enfant, elle profite pas du temps qu'elle passe avec son enfant. » Incroyable, non? Autre exemple, on se pâme littéralement devant un père qui amène ses enfants chez McDo. Tu sais, le père qui arrive avec ses trois enfants en bas de 5 ans chez McDo. Les gens sont comme « Oh, c'est incroyable! » Non, il sort avec ses 3 enfants au restaurant. On est chez McDo, là. Il les amène. Il permet sûrement à sa blonde de se reposer. Pendant ce temps-là, tu parles d'un bon père ou peut-être même que c'est un père solo. Peut-être qu'il s'occupe de ses enfants à temps plein. N'est-ce pas terriblement touchant? Mais on tire des pierres à une mère qui, 3 jours d'affilée, met des croquettes de poulet dans le lunch de son kid, mettons. Le biberon, c'est un autre exemple qui me ferait. On encense les pères. Y a-tu de quoi de plus beau qu'un père qui donne un biberon? N'est-ce pas touchant?
Mais on est sur le bord de lapider les femmes qui donnent le sein en public. Genre. Évidemment, c'est des comparaisons qui sont pas d'égal à égal, mais moi je trouve que c'est des images fortes qui démontrent à quel point on a des attentes différentes envers les mères qu'envers les pères. Les mères n'ont pas le droit à l'erreur. Les mères doivent faire toutes les choses à la perfection en tout temps. Mais le simple fait qu'un père s'implique le moindrement en fait une espèce de super-héros. Et je trouve ça terrible de dire ça. Je le disais au début de Parfaite Maman Cinglante, il y a presque 10 ans, et malheureusement, je le dis encore aujourd'hui, 10 ans plus tard. Ce qui prouve que oui, il y a certaines choses qui ont avancé, merci, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire parce que ces doubles standards-là continuent définitivement d'exister, là. Et là, je vous entends me dire, oui, mais il y a vraiment une amélioration, les pères sont vraiment plus impliqués, on les voit plus partout maintenant et tout. Puis, savez-vous quoi? Vous avez raison. Mon objectif ici, c'est pas de tirer la pierre à tous les pères, de dire qu'il n'y a aucune amélioration non plus, mais de noter le fait qu'il reste encore du chemin à parcourir pour se rendre à une réelle égalité, puis ça, on la voit dans toutes sortes de domaines. Un des premiers qu'on voit, c'est le congé de maternité, paternité, congé parental. Donc, au Québec, la femme a droit à 18 semaines de maternité de base. Le papa a droit à 5 semaines de paternité de base. Ça, c'est des semaines qu'on peut pas leur enlever, qu'ils peuvent pas donner à l'autre parent, ça leur appartient. Et au-delà de ça, le RQAP offre 32 semaines supplémentaires de congé parental qui peuvent être répartis entre les parents comme bon leur semble. Eh bien, malgré ça, à ce jour, les pères prennent en moyenne 6,7 semaines de congé de parentalité. On va l'appeler comme ça, incluant leurs 5 semaines auxquelles ils ont droit. Ça veut dire qu'ils prennent moins de 18% du congé parental complet. C'est pas une grosse implication. Tu t'impliques à 1 sur 5 pendant le congé de parentalité, ça veut dire. Et c'est pas anodin quand on sait que c'est dans la première année qu'on tisse le plus de liens avec son enfant et qu'on devient un petit peu le professionnel de son bébé. Il y a beaucoup de pères qui vont dire « Ah, mais moi, je sais pas quoi faire avec un petit bébé, c'est trop petit, j'ai peur de me tromper, ma blonde me laisse pas faire. » Mais c'est sûr que si ta blonde, depuis le jour 1 jusqu'au jour 365, moins quelques semaines où tu as été là, tu as fait l'épicerie ou tu as peut-être même mergé ça avec tes vacances d'été pour pouvoir en profiter et aller prendre une bière avec tes chums, c'est sûr que c'est une plus grande spécialiste de votre bébé que toi. J'aimerais te dire le contraire, mais malheureusement, c'est impossible. Et le fait d'être si peu impliqué dans le congé de paternité, ou en fait de le prendre sur une si courte période, même si on s'implique, parce qu'il y a des papas qui vont super gros s'impliquer dans leurs 5 semaines de congé de paternité, mais ça fait quand même en sorte que c'est maman qui devient la spécialiste de bébé et que c'est papa qui, par la force des choses, fait un petit pas de recul par rapport à toute l'implication qu'il va pouvoir avoir dans la vie de l'enfant. En Suède, par exemple, vous savez, c'est souvent un modèle en matière d'égalité. Elle n'est pas atteinte là non plus, by the way, mais ils s'en sont plus proches. Leur modèle de congé, quand un enfant vient au monde, est différent. Quand l'enfant naît, les parents ont 1 mois de congé ensemble. Et suite à ça, ils ont 7 mois de congé chacun. Donc, 7 mois chacun, ça fait 14 mois, 7 mois chacun. Ils peuvent transférer quelques mois à leur partenaire, mais contrairement à notre congé parental, ils ne peuvent pas tout transférer. Il y a un 3 mois qui doit appartenir à chacun. Donc, les pères, au-delà du mois qui passe au début avec leur blonde et leur bébé, ont un 3 mois de congé de paternité à prendre. Évidemment, il n'est pas obligatoire. Ils ne sont pas obligés de le prendre. Mais en même temps, s'ils ne le prennent pas, il est perdu. Il n'est pas transférable. Et ça fait en sorte que c'est pas parfait, évidemment, mais les pères vont s'occuper du bébé pendant environ 30% du congé de parentalité complet. Ce qui est déjà un beau gros 12-13% de plus que les papas au Québec. Évidemment, il y a encore du chemin à faire. Il faudrait qu'il y ait plus de pères qui prennent ce congé-là, même en Suède. Mais il y a quand même des moyens, des dispositifs qui sont mis en place avec ces règles-là pour encourager les pères à prendre un congé de paternité qui soit plus long et donc s'impliquer plus dans la vie de leur enfant. Et s'ils s'impliquent plus dans la première année de vie de leur enfant, si par exemple, ils doivent passer 3 mois d'affilée à être le parent qui reste avec le bébé toute la journée, il y a des bonnes chances que la dynamique soit quand même pas mal différente en bout de ligne et pendant le congé de parentalité et après. Parce que papa
va beaucoup mieux connaître son enfant, va connaître par exemple l'importance de sa routine, mais va aussi comprendre mieux toute la charge mentale et les responsabilités qui viennent avec le fait de s'occuper d'un bébé tout seul au quotidien. Et ça peut juste avoir des répercussions positives dans l'avenir. La deuxième sphère dans laquelle on voit encore vraiment cette inégalité-là dans la répartition des tâches et des responsabilités parentales, c'est dans la répartition des tâches domestiques. Avec les stats les plus récentes, on estime que les femmes passent en moyenne 3,5 heures par jour à faire des tâches en lien avec la maison, en lien avec les enfants, versus 2,5 heures par jour pour les hommes. C'est juste 1 heure de différence, je mets le juste entre guillemets solide, mais au bout de l'année, on parle quand même de 365 heures. Et dans tous les cas, si je vous permettais de rajouter 1 heure à vos journées, je suis sûre que vous seriez pratiquement toute ravie. En tout cas, moi, la première, je le serais. Donc, c'est pas anodin que nous passions, nous les femmes, 1 heure de plus par jour que les hommes à faire des tâches en lien avec les enfants et la maison. Et pendant ces 2,5 heures-là que les hommes passent à faire des tâches domestiques ou en lien avec la famille, ils vont souvent choisir des tâches qui vont être plus valorisantes. Puis quand je dis ils vont choisir, je veux pas dire qu'ils font ça volontairement pour être pas fins. De par les normes de notre société, de par leur éducation, leur choix va se porter vers des tâches plus valorisantes, dont, mettons, jouer avec les enfants, les accompagner pour faire une sortie spéciale, raconter des histoires, aller faire un sport avec eux. S'ils sont plus jeunes, donner le biberon, présenter le bébé à la famille. Ce sont toutes des tâches qu'on va beaucoup plus voir les pères faire que d'autres. Comme faire le lavage, faire le ménage, changer le lit d'un enfant qui a fait pipi pendant la nuit, signer les autorisations de sortie, préparer les lunchs. On voit de plus en plus de papas qui sont impliqués dans la préparation du repas, qui reste quand même une tâche plus valorisante que de passer la mop. Donc, non seulement les hommes font moins de tâches quotidiennement que les femmes, mais ils font des tâches qui sont plus valorisantes, souvent plus amusantes aussi, parce que c'est pas si le fun que ça, passer la mop, mettons, tu sais. Et c'est pas non plus les tâches qui sont les plus récurrentes qu'ils font. Tu sais, faire le lavage, c'est quelque chose qui revient plusieurs fois dans une semaine. Passer la balayeuse, même affaire. Faire à manger, même affaire aussi. Donc, les tâches qui représentent une bonne charge mentale continuent la plupart du temps d'appartenir aux femmes. Ce qui, au-delà de leurs 3,5 heures de tâches domestiques et familiales, crée une charge supplémentaire qui est la charge mentale, dont j'ai d'ailleurs déjà parlé dans l'épisode 2 de ce podcast. Au bout de tout ça, parce que les femmes prennent une grande part du congé de parentalité, parce que c'est elles qui font le plus de tâches domestiques ou liées avec les enfants dans la maison, elles en viennent un peu par la force des choses à s'oublier. On dit souvent ça des mamans que on devient maman, puis on s'occupe de son enfant, on se dédie littéralement complètement à lui et on s'oublie. C'est quelque chose qu'on voit moins chez les papas. Papa, par exemple, va continuer d'aller jouer au hockey cossum le jeudi soir, même s'il y a un bébé. Il va continuer d'aller prendre une bière avec ses chums le samedi soir, aussi fort probablement. La mère, elle va fort probablement mettre plutôt ses activités sur pause. Rester avec les enfants tout le temps, en prendre soin en permanence. Et c'est à ce moment-ci que j'entends souvent des gens dire « ils sont pas obligés de faire ça. » Les mères qui décident de faire ça, c'est leur choix, mais je veux dire, elles pourraient faire autrement, elles sont pas obligées de s'oublier, là. Il y a même des femmes qui vont dire, moi, je me suis pas oubliée là-dedans, je me suis pas oubliée dans la maternité, je suis restée moi-même. Je veux dire, ces femmes-là, à un moment donné, elles ont juste à prendre des décisions autrement, ça leur appartient. C'est pas complètement faux. Je considère qu'on a tout un pouvoir individuel. Mais en même temps, on peut pas nier qu'on vit dans une société où, en tant que fille, en tant que femme, on est éduqué très, très, très jeune à prendre soin des autres. On nous apprend toute petite à être aimable, à être serviable, à être conciliante, à être souriante, à être à l'écoute des autres, à faire passer les autres avant nous. C'est littéralement dans notre ADN féminin, ces affaires-là, et ça vient de la socialisation. On s'entend, là? Quand je dis dans notre ADN, c'est pas vrai, là. C'est pas vrai à proprement parler, là. C'est pas biologique. C'est social, c'est un construit. C'est parce qu'en grandissant, dès qu'on est enfant, ce sont des choses qu'on nous apprend. Et on se met dans cette position-là de personnes serviables, aidantes, compatissantes, presque par défaut. C'est pas pour rien que si vous allez dans les hôpitaux, dans les garderies ou dans les écoles,
Vous allez voir un nombre beaucoup plus élevé de femmes qui pratiquent le métier d'infirmière, d'enseignante, d'éducatrice. C'est des métiers qui sont dédiés à prendre soin des gens. Et c'est beaucoup plus naturel pour les femmes de par la façon dont on est élevé et non pas de la façon dont on est né, contrairement à ce que certaines personnes semblent croire que biologiquement on est fait pour prendre soin des enfants puis rester à la maison. Non! Mais vraiment de la façon dont on est socialisé qui fait en sorte que c'est vers ça qu'on se dirige presque instinctivement parce qu'on considère que ça fait partie de qui on est et que c'est notre rôle. C'est le cas de plusieurs femmes, by the way, puis je suis pas en train de dire que les femmes qui travaillent dans les écoles, les garderies, les hôpitaux sont là juste comme produits de socialisation de notre société. Là. C'est pas ce que je veux dire du tout. Il y a plein de femmes qui sont super heureuses, super épanouies dans ce qu'elles font. Mais cette propension-là à aller vers ces emplois-là est pas anodine. C'est pas un hasard que ce soit des milieux qui soient majoritairement occupés par des femmes. Mettons. Donc, ça nous ramène à l'idée que prendre soin des autres et se faire passer après les autres, c'est quelque chose qu'on apprend jeune, qui a une incidence sur le travail qu'on choisit dans bien des cas et qui a aussi une incidence sur la façon dont on va prendre soin de nos enfants. Parce que pendant que nous, on avait 3 ans puis qu'on nous avait mis une poupée dans les bras puis on nous demandait de la catiner puis de donner à boire, au petit gars juste à côté, on y apprenait comment être un super-héros, faire des constructions puis réaliser toutes sortes de choses incroyables en lui disant qu'il n'y aurait pas de limite dans sa vie, là. On se comprend-tu? On comprend-tu d'où on vient? Là? Plus vieille, on a aussi appris que pour avoir un partenaire, pour pouvoir être en couple, chose à laquelle on aspire plus que tout, parce que Disney nous a vendu que l'objectif ultime de notre vie, c'était de trouver le prince charmant puis de faire des enfants avec, on comprend assez vite que si on a trop de poigne, si on a trop de caractère, si on s'exprime trop fort, souvent on n'est pas des candidates intéressantes pour les gars. Soit qu'ils ont peur, soit qu'on devient leur ami, mais c'est bien difficile de devenir leur blonde. C'est beaucoup plus facile si on est douce, si on est gentille, si on est compatissante, si on est à l'écoute. Et ça aussi, c'est une deuxième chose qui vient nous jouer solidement dans la tête et qui fait en sorte qu'on croit que c'est les traits de caractère que toute femme devrait avoir. Arrive ensuite la maternité et ce modèle-là, forcément, se reproduit. Et c'est pas juste dans nos têtes en tant que femme, en tant que maman. C'est dans la tête de pratiquement tout le monde dans la société. Là, vous allez me dire, bon, ça y est, la conspirationniste. Pensez-y bien comme faut. Si votre enfant est malade, qui est à l'école, là, puis il est malade, qui on appelle en premier? Papa ou maman? Si, par exemple, votre enfant se perd, c'est quoi le réflexe? Ou que vous voyez un enfant, vous-même, qui est perdu au centre d'achat, c'est quoi la première question que vous allez lui poser? Est où ta maman? Si un enfant fait une crise de bacon dans le même centre d'achat en question, vers qui on se retourne avec un regard de « là, tu gères-tu la situation ou pas? Qu'est-ce qui arrive? » Vers la mère. Le père, je suis même pas sûre qu'on identifie s'il est là ou non, mais s'il est là, il y a des bonnes chances que ce soit pas vers lui qu'on se retourne dans tous les cas. Parce que c'est la mère qu'on considère qui est responsable de l'éducation des enfants. Aux réunions de parents d'école, ça s'améliore. Je suis allée à celle de mon enfant l'année dernière, pas cette année, l'année passée, et j'ai trouvé qu'il y avait plus de papas qui en a déjà eu. Mais est-ce que c'était une majorité? Non. Pourquoi les papas ne viennent pas aux réunions d'école? Ils sont pas intéressés par le parcours scolaire de leur enfant. Ils considèrent que c'est pas leur responsabilité, c'est une responsabilité féminine d'être intéressée par le parcours scolaire de son enfant, par sa réussite professionnelle future. Je sais pas, je comprends pas. Donc, c'est assez évident, on peut pas passer à côté du fait qu'à ce jour, les femmes sont encore majoritairement responsables de tout ce qui se passe à la maison, que ce soit en matière de ménage, tâches domestiques ou enfants. Même si on a des pères qui sont de plus en plus impliqués, on n'est pas rendu. On dit que ça va prendre environ 300 ans, à la vitesse où on va, avant qu'on atteigne l'égalité des sexes là, at large dans le monde. Personnellement, j'y crois pas. Je trouve que 300 ans, c'est vraiment pas assez long, mais bon. Mais, mettons-le, combien de temps ça va prendre d'atteindre l'égalité entre les pères et les mères au Québec? J'aurais le goût de miser sur un bon... Je vais dire 75 ans pessimiste, là. Genre 75 ans et d'après moi, ça risque d'être un peu plus long parce qu'il y a encore énormément de chemin à faire. On voit les gains, puis il y en a, puis c'est super, mais on s'assit beaucoup sur les gains. Ah oui, mais là, les pères sont plus impliqués. Oui, mais c'est pas réglé. Faut faire mieux.
c'est encore nous qui portons la majorité des responsabilités, c'est encore nous, les femmes, qui portons la majorité de la charge mentale. Il faut continuer d'avancer. Quand je parle de ces sujets-là, il y a souvent des gens qui m'écrivent, des gens très mal intentionnés pour me dire que je suis juste une frustrée, que c'est parce que mon chum fait rien chez nous, puis j'ai juste à le sacrer là, puis je suis pas contente. On va en profiter pour mettre ça au clair, là. J'ai pas de problème avec mon chum. On a un partage des tâches très égalitaire. Je vous dirais qu'on est dans le 50-50, puis qu'on est dans le 60-40, c'est lui qui en fait plus. Et il fait pas que les tâches, pas un exécutant, là, il prend la charge mentale qui vient avec. Il est en charge du lavage, par exemple. Ben, je vous confirme qu'on n'a jamais manqué de bobette, puis j'ai jamais rien eu à dire pour que le lavage se fasse. Il s'en occupe, ça fonctionne très bien. La raison pour laquelle je parle de ce sujet-là, comme de beaucoup d'autres en lien avec les inégalités, c'est pas parce que je les vis dans ma famille, personnellement. Ça s'aurait pu, mais c'est pas le cas. Mais parce que c'est un phénomène qu'on observe dans notre société. Il y a des recherches là-dessus, il y a des chiffres là-dessus. Il n'est pas question de mon expérience personnelle ici, il est question de la réalité dans laquelle on vit en ce moment, une réalité qui est foncièrement inégalitaire entre les hommes et les femmes et entre les pères et les mères. That's it! Et là, j'entends des pères se fâcher et dire « Ben moi, je m'implique vraiment dans ma maison, je m'implique vraiment chez nous. » Puis je trouve ça plate d'entendre des gens, des féministes souvent, tenir des propos comme ça parce que ça nous fait de l'ombre alors que dans les faits, on s'implique pour vrai. Mais je vais vous dire, messieurs, que les seules personnes qui vous font de l'ombre, ce sont les pères qui ne s'impliquent pas. C'est pas moi qui rapporte des statistiques aujourd'hui qu'on peut trouver partout sur le web. C'est ces pères qui s'impliquent pas là, qui vous font de l'ombre. Quelles sont donc les solutions à ces inégalités? Ben écoutez, il y a pas de miracle. On le voit avec la Suède qui est toujours quelques pas devant nous et qui n'a pas trouvé justement la solution pour régler ce problème-là. Mais d'aller vers un congé de paternité obligatoire qui serait plus long, pas que les pères seraient obligés de le prendre, mais que ce serait des semaines qui seraient non transférables et qui seraient perdues s'ils les prenaient pas. Je pense que ça pourrait être quelque chose qui serait quand même intéressant. Avoir plus de modèles masculins impliqués. Les papas impliqués, là, levez-vous, sortez, montrez-vous, montrez-nous ce que vous faites. Les hommes, en ce moment, selon d'ailleurs plusieurs masculinistes, sont un peu en quête de leur identité parce que pendant des années, on leur a dit qu'il fallait que ce soit des hommes virils et insensibles et qu'ils soient le pourvoyeur de la famille. Là, aujourd'hui, on a des nouvelles attentes. Plus si nouvelles, là, ça fait quelques années. On a des nouvelles, entre parenthèses, attentes par rapport à eux. Et ils ont de la misère à se définir parfois à travers ça. OK, je suis plus obligée d'être le pourvoyeur viril, mais c'est où dois-je me situer là-dedans? Bien, si vous, en tant qu'homme, vous l'avez trouvé, si vous, en tant que père, vous êtes impliqué, votre vie va bien, vous avez trouvé cet équilibre-là, montrez-vous et donnez l'exemple, parce qu'on manque cruellement de modèles positifs. Et ensuite, bien, encore une fois, pour messieurs, soyez à l'écoute de ce que votre partenaire vit, de ce que votre partenaire dit. Arrêtez de croire quand elle ressent de la frustration, qu'elle est fatiguée, qu'elle est en colère, qu'elle est forcément dans le champ. Je vous le dis, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes très rationnels, très cartésiens qui aiment beaucoup les chiffres, là. Eh bien, les chiffres le prouvent. Vos partenaires travaillent plus fort que vous à la maison. La façon dont les tâches sont distribuées dans la majorité des foyers, pas tous, n'est pas équitable. Si vous aimez votre partenaire, si vous avez envie que votre partenaire soit heureuse, écoutez-la et revoyez justement cette répartition des tâches-là. Et à nous les femmes, ben il faut continuer d'en parler, il faut continuer de se battre sur cet aspect-là comme sur tous les autres. Donc d'avoir régulièrement des discussions avec son conjoint, mais pas que, avec ses collègues, avec sa famille, avec un peu tout le monde, et ne pas sous-estimer le pouvoir que ça a. Dans l'échange, dans la discussion ouverte, qu'on peut avoir quelqu'un devant nous qui a envie de nous entendre, envie de nous écouter, ben on peut les faire évoluer les choses. Un pas à la fois, un mot à la fois. C'est ce qui complète cet épisode. Si vous avez des questions, des commentaires, des réactions, n'hésitez pas à m'écrire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube ou Spotify pour ne rien manquer et je vous dis à la semaine prochaine!